Nous revoilà. Donc pour la petite histoire, ce matin je vous parlais des écosystèmes et en fait je crois qu'Ubicast on devait avoir 1 ou 2 ans et on voit des concours passer parce qu'on est dans l'écosystème startup et on voit un truc qui s'appelle la Startup Academy et c'était à l'époque de la Star Academy et oui on commence à être vieux maintenant et, et, et donc du coup on postule et je crois qu'il y a eu 150 sociétés qui étaient en compétition et on gagne la 3e place. Et donc la personne qui organisait ça s'appelle Jean-François Ruiz et c'est quelqu'un qui est assez prescripteur, assez influenceur dans le monde des startups, qui connecte les gens beaucoup et qui nous a fait rencontrer Alain, qui avait déjà du background, qui venait créer Jamespot pas longtemps avant. Oui, oui. Et puis c'était pas ta première tentative. Non, c'était ma 3e. Voilà. Et donc on a beaucoup échangé, et on a tout de suite sympathisé, on a toujours voulu travailler ensemble. Au début, c'était un peu compliqué de notre fait. Et puis maintenant, avec nos box, etc., c'était un peu compliqué de synchroniser une box avec un RSE. Et puis ces derniers temps, on a trouvé l'angle d'attaque avec les efforts et les développements qu'on a fait sur le média server. Et du coup, on a un partenariat officiel avec Jamespot depuis cet été pour prendre la brique vidéo pour les usages avancés en vidéo dans le RSE Jamespot. Donc je remercie Alain de venir nous présenter Jamespot. À toi de jouer, tu en parles bien mieux que moi. Oh. Merci Jean-Marie. Merci. Oui, effectivement, on parle de l'histoire, qui nous réunit avec. C'est vrai que la Startup Academy, moi j'étais au jury. C'est vrai que ça remonte à un paquet de temps. Et c'est vrai qu'on a longtemps essayé de travailler ensemble autour de cette question de la vidéo, parce que je pense que les gens qui sont ici, je leur apprends rien. La vidéo est en train vraiment de submerger les médias. On vient d'un monde, l'Internet a été pensé par l'écrit. Au début, on écrivait des titles, des H1, on écrivait du texte, et puis finalement, petit à petit, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la production, c'est soit de la photo, voire améliorée, vous savez, les fameux moments sur Snapchat, des choses comme ça, ou la vidéo qui devient le média de production. Simplement, c'est que nous, on est du monde du software, on n'est pas du monde du hardware. Et que d'une certaine manière, nous, ce qu'on délivre à nos clients, c'est un peu ce que je vais vous raconter, c'est une capacité justement opérationnelle à travers un logiciel. Et tout ce qui est hardware, on sait bien que c'est plus compliqué, toujours. Mettre du matériel, ça complique, ça tombe en panne, etc. Et c'est vrai que là, du coup, depuis justement le média serveur, en fait, on a pu intégrer justement de bout en bout, c'est un petit peu ce que je vais vous montrer, la capacité de vidéo dans notre Digital Workplace. Jamespot. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Jamespot. Nous, on existe effectivement depuis 2005. Et alors nous on s'attaque à un problème qui est un problème assez central en fait autour de la problématique qui nous réunit. C'est celle justement de la collaboration et du travail collectif qu'on fait dans le monde numérique. On est dans des organisations de plus en plus complexes. Je par exemple, nos amis d'Octo qui viennent d'être immergés dans le grand Accenture, parler encore de mailing list tout à l'heure. On a besoin de communiquer en collectif, on a besoin de travailler en collectif, on a besoin de se rassembler, on a besoin de décider en collectif, on a besoin d'engager ses clients, ses partenaires. Et Dieu sait qu'il faut justement aussi de l'énergie pour faire bouger des partenaires, nous aussi justement dans cette logique de partenariat. Et pour ça, aujourd'hui, on sait bien que c'est les outils numériques qui sont les intermédiaires pour faire ça. Donc, on vient d'un monde où on a un certain nombre d'outils pour ça, commencer par ce qu'on fait là, c'est-à-dire la réalité physique, et puis après déporter dans le numérique, le bon vieux mail, voilà. Élément central de notre relation à tous, et comment est-ce qu'on communique. Aujourd'hui, ça reste encore l'élément principal. Enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin pour voir que le mail a une limite. Et on voit bien les limites parce que ça ne gère rien, un mail. Ça ne gère rien. C'est pauvre en présentation. C'est à la force de la communication universelle, mais c'est à la faiblesse justement de l'organisation. Et donc, fort de tout ça, ça fait en fait longtemps que la question est posée de comment est-ce qu'on peut évoluer avec ça et non pas remplacer le mail, parce qu'il ne s'agit pas de supprimer comme ça du jour au lendemain un outil qui est aussi installé profondément. Mais en tout cas, de trouver des usages qui vont être différents. Et c'est à ça qu'on s'est attaqué à Jamespot. Et comment on fait pour que les organisations, donc nous on parle aux organisations, on ne parle pas aux individus, on parle aux organisations, vont pouvoir justement mieux maîtriser leur flux d'informations internes, décisions, collaboration en commun. Alors quand on parle d'organisation, on y reviendra, c'est différents types, PME, ASOS, grands groupes, voilà, on traite toutes les formes d'organisation. Et vous voyez, les éléments qu'on va retrouver, qui sont les éléments qu'on fait tous les jours, de la communication, de la gestion de projet, du processus métier, donc prendre des décisions avec des formulaires, des suivis, que ce soit client ou interne, de l'innovation, du réseau d'entraide. Voilà. Tout ça, c'est ce qu'on fait en permanence, à la fois dans la vraie vie, dans le monde numérique, avec des outils plus ou moins évolués. Voilà.
Et la vidéo, en fait, est devenue un des piliers. Pourquoi? Parce que c'est un des éléments de contenu riche qui peut répondre à tous ces sujets-là. Quand je vais parler de communication interne, c'est une tarte à la crème. Le président, alors là, le grand président, il pouvait faire un beau discours avec une belle vidéo. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, la question, c'est comment tous les managers, voire même tout le monde, peut communiquer sur ce qu'il fait à partir d'un mode de vidéo. Et il se trouve que la génération selfie, aujourd'hui, elle est carrément immergée là-dedans. Pour elle, c'est même normal de faire ça. Voilà. Et donc, l'inversion, et c'est là où on retrouve notre métier, c'est que finalement, nous, on donne la parole à chacun pour faire tout ça. Hein, quand on parle de réseau social d'entreprise ou d'outils collaboratifs, la grande différence avec les intranets, on nous dit toujours, mais oui, mais un intranet, c'est pareil. Un intranet, c'est top-down. Le président, il peut faire une vidéo, mais les autres, non. Dans un RSE, dans une Digital Workplace, tout le monde peut faire une vidéo par rapport à l'audience qui est la sienne. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde va parler à tout le monde. Ça veut dire que le président, parce qu'il a l'audience de toute la boîte, il peut peut-être faire une vidéo pour toute la boîte. Mais que le chef de service peut le faire pour son service. Celui qui est transversal RH va parler à tous les RH. Donc on va se retrouver en fait avec des multiplicités d'audience. Et on retrouve la même chose que dans la vraie vie, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous n'avez pas une seule chaîne avec l'ORTF et puis ensuite qui est devenue TF1 et ancien France 2, non, Antenne 2 qui est devenue France 2. Mais vous avez une multitude de chaînes, multitude de canaux, qui chacun ont une raison d'être, qui peut être justement très interne, tourné vers l'extérieur, plutôt justement très marketé, au contraire très projet, justement. Je prends la vidéo pour montrer comment je suis capable d'intégrer un nouveau système compliqué. Voilà. Et donc là, on n'est pas dans la vidéo autopromotionnelle. On est dans la vidéo opérationnelle pour faire du projet, gérer de l'innovation ou faire des réseaux d'entraide. Je te montre avec une vidéo en 2 minutes comment tu vas, par exemple, sur une pompe qui ne marche pas, comment est-ce que je vais la réparer. Voilà. Ça, c'est des exemples très précis opérationnels. Donc nous, on outille ça avec une plateforme complète et globale qui vise à servir les métiers dans cette dimension-là. Et il nous manquait la partie vidéo. Alors évidemment, on mettait toujours avant, on disait toujours YouTube, parce que c'est quand même le dominant d'un point de vue de marque et d'un point de vue... Et on disait aux gens, mettez vos vidéos sur YouTube. Mais nous, on travaille par exemple pour des banques, on travaille pour l'État. Donc il y avait une problématique, y compris de problématiques de données et de sécurité. Et donc souvent, je disais à Jean-Marc, bon, alors quand est-ce qu'on a vraiment un système qui est justement un serveur complet de médias vidéo? Et là, ils l'ont fait de manière magistrale. Donc du coup, on a rajouté ça, nous, dans notre brique applicative. Voilà. Alors, quand je dis on sert différents publics, il faut voir que les dynamiques vont évidemment être différentes. Communication, par exemple, dans une asso ou projet, c'est pas la même chose que dans une PME ou dans un grand groupe. Pareil pour l'État, ou des agences déconcentrées, ou le secteur de l'éducation. Chacun a des spécificités, et c'est là où on va retrouver, nous, la force de Genspot. Nous, notre capacité, c'est qu'on n'a pas un produit qui est identique pour tous. Ce qui est le cas, par exemple, des grandes suites. J'ai entendu, quand je suis arrivé, Google ou Office 365, vous voyez, ces gros machins, que tout le monde a exactement le même, quelle que soit d'ailleurs sa taille, sa nationalité, son âge. Voilà. Ça, c'est le modèle des grands éditeurs américains. Voilà. Notre logique, nous, elle est différente, c'est de dire, nous, on va s'adapter à chaque contexte. Mais on ne va pas s'adapter en faisant du développement spécifique, on va s'adapter simplement en vous fournissant une capacité de paramétrage pour choisir les bonnes applications que vous allez déployer ou pas par rapport à vos publics. C'est vrai qu'une asso va plutôt faire un peu de gestion de projet, un peu de communication. Enfin, l'innovation participative, ce n'est pas forcément le cœur du sujet. La gestion des risques non plus. Voilà. Dans une boîte, on va retrouver plutôt des éléments qui vont être plutôt de la gestion, par exemple, documentaire ou de la gestion, justement, qui va être de process métier. Donc, forcément, on va avoir des déploiements de modules différents qui vont amener à une expérience totalement différente. Mais ça, sans développement spécifique, c'est ça qui fait qu'on est dans une approche de ce qu'on appelle les solutions en mode cloud, agile, qui se déploient extrêmement rapidement. Alors, le point qu'on amène nous par rapport à ça, c'est justement cette richesse fonctionnelle. On a plus de 80 applications qui vont permettre justement de répondre à des problèmes divers et variés. Nous, aujourd'hui, on a quand même plus de 10 ans d'expérience, donc on a vu justement des besoins émerger pour mieux gérer des réunions et des comptes rendus, pour mieux gérer justement un processus autour d'une demande client, du support interne, des gestions de qualité. Enfin, on en a eu beaucoup, et en plus, nous, on aime ça, on aime les profils riches. On ne s'est pas sectorisé. Vous allez voir tout à l'heure quand je vous montrais les logos, on n'est pas spécialisé dans la banque ou dans l'énergie. On a été multisecteur, parce que ma conviction,
en tant que fondateur de Genspot, c'est que justement, la force des outils aujourd'hui, c'est d'adresser un public de plus en plus large. On est moins en moins dans une spécialisation parce qu'on devient tous, par exemple, là on parle de vidéo, des communicants. Là où hier, il y avait des communicants d'un côté, par exemple des gens de la R&D de l'autre, qui faisaient de la recherche et de l'innovation, bah aujourd'hui, on demande aux chercheurs d'être des communicants, bon, mais on demande aussi aux communicants maintenant d'être des chercheurs et de faire de l'innovation. Donc tout le monde finalement reprend une part des rôles, et donc les outils ont aussi cette logique-là de devenir multiples. Alors, c'est une solution aussi à l'image de la boîte. Ça aussi, c'est un point important parce que nous, on considère... Alors, notre marque, elle est importante. Genspot est très important pour moi en particulier, mais pour vous, beaucoup moins. Alors que si vous regardez les outils américains, souvent, effectivement, leur marque est plus importante que vous. Et moi, je comprends rarement des marques, y compris des grandes marques, hein, qui préfèrent finalement disparaître au profit de Microsoft et de Google. Voilà. Moi, je pense que c'est une erreur stratégique de ne pas, à un moment donné, se réapproprier sa marque, y compris en interne, quand on parle de marque employeur, etc. C'est quand même que c'est sans doute un peu important. Donc nous, la solution de Genspot, une fois qu'elle est déployée chez vous, elle ressemble à votre environnement. Couleur, charte, logo, donc des blocs bien spécifiques. Vous n'êtes pas chez Microsoft, vous êtes chez vous. Voilà. Donc je vous disais plus de 80 applications qui sont, vous voyez, dans des problématiques, après qu'on peut regrouper, vous savez, on peut toujours... il y a toute la problématique documentaire, toute la problématique de gestion de connaissances, tout ce qui concerne autour de la communication. Alors vous voyez, communication, il y a plein d'outils différents parce que la communication, c'est subtil. Entre justement le fait de faire un message top-down à un public, de faire une communication, on veut des remontées terrain, entre faire des choses aussi qui vont envoyer des petites notifications plutôt subtiles, mais qu'on veut du nudge, vous savez, le fameux nudge. Voilà. Et ça, c'est aussi la richesse qu'on amène, parce que moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, vous prenez le mail, c'est un outil de communication extrêmement frustre par rapport à notre capacité de communication réelle, incarnée. Quand vous parlez à quelqu'un, entre le fait de l'intonation de la voix, de regarder quelqu'un, il y a une richesse incroyable qui se fait. Par mail, on sait bien que c'est très appauvri. D'où d'ailleurs aussi la vidéo. Pourquoi? Parce que la vidéo, elle redonne de la qualité humaine à la communication. Elle redonne en fait une capacité naturelle qu'on a à communiquer vis-à-vis de nos semblables. Alors, l'agilité, alors ça en plus on a travaillé avec Octo par exemple sur France Connect, parce qu'on a été le premier éditeur à implémenter France Connect, qui était au fait, donc vous savez, la connexion de l'État, l'équivalent qu'on puisse connecter avec tous ces identifiants. Je sais pas, qui connaît France Connect? Oh, personne ne pas tant que ça. En fait, avec France Connect, l'idée, c'est tout simplement que vous puissiez vous connecter à n'importe quel service, y compris de l'État, avec vos identifiants, des impôts, d'Amélie, de la Poste, avec finalement une logique de ce que fait Facebook ou LinkedIn. On vous demande souvent, connectez-vous avec LinkedIn, voilà, et vous utilisez vos identifiants LinkedIn. Bon. Et donc, on avait fait ça avec... nous, on a implémenté France Connect dans Genspot. Donc, on peut se connecter dans Genspot avec France Connect. Et Octo pratique des méthodes agiles. Et je parle sous votre contrôle. Voilà. Et c'est-à-dire le fait justement d'aller vite, d'être beaucoup dans l'expérimentation et dans la mise en place de systèmes, et ce qui change tout par rapport aux grands projets informatiques qu'on a pu connaître, y compris dans notre domaine. Mettre en place un SharePoint, des fois ça peut mettre 2 ans. Nous, on met en place en quelques semaines dans n'importe quelle organisation, y compris les endroits où on pense que les gens ne sont pas agiles. En fait, souvent, c'est qu'on imagine qu'ils ne sont pas agiles. Les gens sont agiles si on leur met en agilité. Voilà. Donc nous, on a cette logique-là pour aller assez vite. Et puis, un autre élément important de notre valeur, on est hébergé 100% en France, donc on est compatible avec aussi toutes les problématiques de régulation. Je rappelle, je ne sais pas qui est là dans la salle, mais que toutes les personnes qui utilisent des systèmes, que ce soit Microsoft ou Google, sont aujourd'hui sous la loi du Patriot Act. C'est-à-dire que toutes vos données sont accessibles de manière volontaire ou pas, à la fois aux services américains, mais également, par exemple, aux services de développement économique américain. Bon, voilà, au cas où ça peut... il y en a des fois que ça ne dérange pas, mais voilà, bon. Après, on ne comprend pas pourquoi, effectivement, on n'arrive pas à avoir la même performance économique qu'eux, mais voilà. Non. Réfléchissons à ça. Et donc, du coup, sur cette vidéo, donc nous, la problématique, c'est qu'on gérait la vidéo de manière très, très basique, hein, jusqu'à présent, comme un contenu unitaire. Et ce que nous a amené Ubicast, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est toute la capacité de construire, justement, des chaînes, et donc de pensée globale, et de penser, comme je vous le disais, en termes de multicast, hein, voilà, donc Ubicast, multicast, enfin, en tout cas, de gérer plusieurs channels.
Et puis aussi, vous savez, la vidéo, c'est très technique en fait derrière. Les problèmes d'encodage, les problématiques, enfin, vous connaissez ça par cœur. Nous, on a, dans la logique toujours de Genspot, on s'appuyait justement sur des experts. On a d'autres partenaires dans d'autres domaines avec lesquels on travaille. Et donc voilà, on va intégrer intégralement le Ubicast Media Server, en fait, embeddé dans la solution de Genspot. Donc ça, c'est la solution de Genspot, on va dire simple. Voilà, vous avez les menus là-haut avec les applications que vous allez déployer en fonction de vos besoins. Et une d'entre elles peut être justement Ubicast Media Server. À partir de là, vous allez avoir accès justement aux fonctionnalités, j'ai envie de dire que vous connaissez. Alors, je ne sais pas si bien, j'imagine, pour ceux qui sont clients, ceux qui sont en train de le découvrir. Et principalement, donc après nous on a ramené évidemment aux fonctions essentielles dans ce qu'on explique, hein, parce qu'il y a aussi des usages bien plus avancés. Mais nous, on a des gens qui ne sont pas forcément, c'est pas leur centralité la vidéo. Hein, c'est un plus qu'on amène par rapport à... Voilà. Donc, ajouter du contenu vidéo en quelques clics. Et là, on voit aussi toute la capacité justement de faire ça. De rajouter justement automatiquement, ensuite, là, j'entendais les histoires d'OCR, les extractions qu'il peut y avoir, le découpage de plans, enfin, des choses qu'on n'a pas quand on fait un upload de base comme ça sur un système. Et que même le YouTube ne propose pas aussi bien, très clairement. Donc, en interne, là, pour le coup, il y a aussi une dimension non seulement de sécurisation des données, mais en plus de capacité, j'ai envie de dire, de finesse, en particulier sur tout ce qui est gestion de connaissances. C'est-à-dire que c'est pas... en gros, sur YouTube, ce qui compte, c'est que les gens se battent pour être les premiers sur les pages, en fait. C'est de la pub. C'est pas de rendre service ni à la personne qui regarde, ni voilà, au producteur. YouTube vit de la pub, il faut jamais oublier ça. Donc son intérêt, c'est que les gens se battent pour avoir de l'audience. Dans une entreprise, c'est pas le problème. On n'a surtout pas envie que les gens se battent pour avoir de l'audience. Ce qu'on a envie, c'est que les gens se battent pour faire passer un message utile aux bonnes personnes. C'est très très différent. Hein, donc pour le coup, là, les métadonnées sont fondamentales. L'autre point, c'est qu'une fois qu'on a ça, donc on a l'expérience complète Ubicast. Hein, donc là encore, je ne vais pas revenir dessus, mais qui permet justement à la fois cette logique de chaîne, de vidéos, de contenu relié, enfin plein de choses intéressantes, y compris de faire des liens entre les vidéos et le contenu interne. Donc par exemple, je montre mon histoire de pompe, là tout à l'heure, mon exemple fictif. Je montre comment la pompe, je peux finalement la manipuler et puis là, en fait, qu'elle remarche, magnifique. Mais à côté, je vais avoir la doc de cette pompe qui sera accessible. Et dans le système Genspot, par exemple, le plus, c'est qu'il va y avoir aussi, du coup, les commentaires. Parce que les docs, souvent, elles sont vieillissantes, elles ne sont pas mises à jour. Enfin, on connaît bien ces problèmes-là. La procédure, elle n'a pas été mise à jour. Donc, dans Genspot, l'idée, c'est vraiment un truc circulaire. C'est parce que j'ai regardé la vidéo, je vois qu'en fait, ça ne marche pas. Le boulon de 12, il n'est pas mis du bon côté. Et je vais dire, ah oui, mais le boulon de 12 n'est pas de ce côté-là. Attention, il faut prendre tel truc. Et là, on retrouve tout le phénomène d'apprentissage dans une boîte qu'on va apporter. Et c'est là où la centralité de Genspot, c'est ça. La vidéo étant un des moments de ça. Et de dire que finalement, je parlais de logique d'entraide, les questions-réponses, les vrais cas qui ont été traités dans la vraie vie, mais dans lesquels les gens vont pouvoir très facilement interagir, que ce soit sur desktop ou sur mobile, qui vont faire qu'on va fabriquer une base de connaissances vivante. Ce qu'on retrouve d'ailleurs sur le forum, sur les web. Hein, quand on tape 3 mots-clés, on obtient des résultats, parce que justement, on a des gens, une communauté vivante. Les docs sont finalement, les docs référentiels, ne sont qu'un des éléments. Et le dernier point qui était là avant que je passe, c'était évidemment toute la problématique de stats qui rejoint la problématique d'indicateurs. Nous, quand on lance un projet, par exemple, on dit toujours, OK, c'est quoi votre objectif en vrai, business? Parce que mettre en place une digital workplace, un réseau social d'entreprise, collaborer, c'est bien dans l'idée. Et c'est toujours mieux que de ne pas le faire. Ça, c'est vrai. Mais la raison centrale, ça va être pourquoi vous faites ça dans votre business. Et nous, en fonction de ça, d'ailleurs, on a toute une méthodologie pour aligner le déploiement. Et ça passe beaucoup après par le suivi des indicateurs. Pour voir qu'effectivement, je vais prendre un exemple après sur les clients, le cas de Renault, qu'effectivement, certains pays surperforment, d'autres moins, et du coup, ça permet de comprendre la dynamique, d'améliorer. Donc les indicateurs sont fondamentaux à partir du moment où on a une logique business. Sinon, c'est juste des indicateurs, ce qu'on appelle vanity, des trucs pour voir qu'on a des gens qui sont venus voir ces vidéos, par exemple, ça ne sert à rien. Si par contre, la question c'est combien j'ai de personnes sur le terrain et je vérifie quel est mon taux de personnes qui, sur le terrain, est venu voir la vidéo, et si je pose un quiz, parce qu'on a une application quiz, je m'aperçois que mon pourcentage finalement de réponse augmente,
Bingo, j'ai réussi mon coup. La vidéo a été le médiateur pour que les gens progressent sur la connaissance. Vous voyez ? C'est comme ça que nous on conçoit les choses et en articulant comme ça nos applications, on peut vraiment progresser dans l'organisation, dans les gestes métiers collectifs. Alors notre organisation, donc nous, vous voyez, on est aussi une start-up au sens de la croissance, parce que start-up, c'est soit une jeune entreprise. Alors nous, on est vieux maintenant, hein, puisqu'on date de 2005, donc pour une start-up, c'est vieux. Par contre, depuis 4 ans, on est sur des taux de croissance à 2 chiffres. Hein, donc là, parce qu'en fait, c'est très très long le modèle du SaaS pour grandir. Donc pendant plusieurs années, on a justement dû accumuler à la fois de la technologie et des clients. Et là, maintenant, on est effectivement, l'année dernière, on a fait 20% de croissance et cette année, on est sur un trend encore d'accélération de la croissance. On a plus de 150 clients aujourd'hui. J'y reviendrai. 100 000 utilisateurs, hein, d'ailleurs, les données ne sont pas à jour. Et nos fameux 80 applications. Et un des points aussi, c'est qu'on a 87% de renouvellement de nos trucs. Alors ça, je le dis parce qu'en fait, ça veut simplement, ça manifeste le fait qu'on est très aligné avec les objectifs business des boîtes. En moyenne, les projets de RSE réussissent dans 1/3 des cas. D'accord ? Prenez l'ensemble des projets qui ont été lancés de collaboration dans le monde, 30% réussissent, 70% échouent. Nous, on a 97% de renouvellement. Et ça vient de 2 choses. Le premier, c'est qu'on est en proximité par rapport à nos clients sur ces dimensions-là, et pas juste, tiens, voilà un outil, vas-y, amuse-toi. Et 2, parce qu'on aligne justement avec nos 80 applications les objectifs business avec ces questions-là. Et donc, ce qui permet de gérer la transition de la culture, parce que c'est toujours, ça se fait pas du jour au lendemain. Passer d'une mailing list à un système collaboratif, c'est pas simple, voilà. Parce que, y compris chez des gens qui ont des habitudes numériques, voilà. Alors, quand vous avez en plus des environnements où les habitudes numériques sont même pas ancrées, c'est compliqué. Voilà, vous voyez, hein, les logos on a vraiment de tout type de clients, depuis des très gros en tant qu'entreprise, dans lequel on intervient. Alors chez Renault, c'est pour accélérer la problématique de vente des véhicules industriels. Chez Total, c'est la problématique de la veille interne. Chez Sephora, c'est l'amélioration continue de la question de comment est-ce qu'on fait que les gens viennent en magasin, et en particulier les hommes. Ouais, grande question, voilà, parce que les hommes ne viennent pas assez en magasin Sephora, je vous le dis. La Banque Populaire, par exemple, c'est hyper intéressant aussi, c'est de l'opérationnel entre agences. Comment est-ce que je fais en tant que directeur d'agence pour gérer tout ce qui est hors process, du genre, au dernier moment, il y a quelqu'un qui n'est pas là. Au dernier moment, le camion qui vient ramasser justement mes billets, il n'est pas là. J'ai une procédure qui m'est tombée sur la tête, comment est-ce que je fais? Et là, c'est un réseau d'entraide entre agences et une communication, vous savez, entre les employés et les directeurs d'agence. Bon, après je pourrais vous en poser d'autres parce qu'il y a vraiment des trucs hyper intéressants. Enfin, nous ça c'est une grande chance de notre métier, en tout cas bon, c'est que oui, on a plein de choses différentes avec lesquelles on vit, des gens plutôt commerciaux, des gens au contraire plutôt, par exemple le muséum, le MNHM, on outille un projet qui s'appelle People, qui est en fait pour la diversité, donc on va dire de la biodiversité, autour du fait de compter que des gens qui ne soient pas des professionnels comptent combien il y a d'abeilles qui vont polliniser dans leur jardin. Et avec toutes ces données-là, ils sont capables de modéliser le taux de biodiversité par région et du coup d'avoir des préconisations par rapport à ça. Voilà, moi je trouve que quand on utilise notre logiciel pour ça, on est aussi très fiers de faire ça. Je vois qu'il y a une question. Oui. Exactement. C'est BCA Expertise. Alors voilà, un monde que j'ai découvert aussi. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que juste à ce moment-là, j'avais eu un petit accrochage. On m'était rentré dedans. Voilà. J'arrive un jour, la voiture emboutie. Bon, et je suis rentré dans le processus des fameux experts. Et voilà. Et en parallèle, on a signé ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est effectivement le cabinet BCA qui s'était occupé de moi. Donc j'ai compris. Et leur problématique métier, c'est des gens sur le terrain avec justement qui font de l'expertise. Hyper compliqué en fait, parce que moi je trouvais toujours que l'expert était chiant, parce que moi c'est mon point de vue, et sauf que lui il a affaire à des normes assurantielles incroyables, avec des contraintes, parce qu'en fait selon les assurances il n'y a pas du tout les mêmes points de vue sur ce qu'est un accrochage ou pas, ou enfin, en tout cas le degré de risque. Et comment vous faites pour faire passer tout ça dans une organisation? Ils sont nombreux, hein, BCA Expertise, ils sont sur tout le territoire. En plus, ils rachètent des boîtes qui sont des petits cabinets et qui n'ont pas la même culture. Donc, ils ont mis en place GenSpot et avec ça, ils font d'abord, on va dire, le système classique, communication interne, gestion de projet, mais surtout, à nouveau, réseau d'entraide sur
comment est-ce qu'on se comporte en tant qu'expert pour finalement normaliser les choses. Et en fait, ce qui marche très bien, c'est quand vous avez un expert à Nice qui est face à un problème qu'il n'arrive pas à résoudre, là où avant ça passait par le siège, ça prenait un temps infini et personne ne savait ce qui s'était passé, entre guillemets, là, tout le monde voit le problème arriver. La réponse du siège ou d'un collègue qui lui est en Bretagne, parce que lui, il a déjà eu le problème d'une remorque qui s'est envolée avec du vent, voilà, un truc qui arrive rarement. Bon. Et du coup, il y a un progrès collectif, il y a une diminution des services centraux, ils ont moins de support, ils ont moins de gens qui... Parce que, en fait, il y a des aides collectives entre les gens. Donc ça, c'est typiquement, dès qu'on a un peu d'intelligence dans une organisation, nos systèmes permettent de fluidifier ça, plutôt que ce soit, vous voyez, il faut des années d'expérience pour monter en puissance. Bah là, vous avez une accélération de l'effet réseau et mise en compétence. Voilà, c'est un exemple typique. Sur la pollinisation des abeilles, j'ai pas l'exemple, les gens comptent grâce à une application. Voilà, nous, on est le projet qui outille la démarche qui permet de faire que tout ça se mette en place. Parce que eux, en fait, ils se retrouvent au MNHN, c'est un projet d'avenir, hein, ce truc en plus qui a été financé, ils se retrouvent à coordonner, mais je ne sais plus, 350 assos. Dans les assos, il y a des fédérations. Parce que c'est tous les gens qui sont sur le territoire autour de ça. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour mettre en place tout ça. Et effectivement, l'application n'est que, j'ai envie de dire, à la fin, le dernier kilomètre. Mais c'est un projet que ça fait 4 ans qui dure. Pour mettre en place justement un projet complexe, comment vous faites, voilà. Et ben, typiquement, vous mettez en place un Genspot pour ça. D'ailleurs, notre Genspot, il n'est pas pour le muséum, tout le muséum. Vous voyez, justement, nous, on s'adapte à un cas d'usage. Et ils ont une plateforme pour ça. Et ils s'en servent pour ce projet-là. Et d'ailleurs, ils ont eu encore un prix avec ça. Enfin, c'est un bon exemple, nos amis du muséum. Si vous avez... voilà, j'en ai fini. Mais voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Voilà. Voilà, je suis encore là. Voilà, et donc souvent je finis par. Et vous commencez quand? Parce qu'effectivement, la révolution digitale, mais pas seulement pour nous. Hein, je suis évidemment un prosélyte de ma propre boutique, vous imaginez bien. Mais également de la transformation digitale. Moi, je pense que toutes les organisations aujourd'hui, là, il y a une étude de BPI qui est sortie qui montre qu'il y a un décalage énorme entre la perception justement de cette transition digitale et la réalité de terrain. Et je pense qu'effectivement, on a vraiment intérêt à accélérer ça par chaque moyen que chaque entreprise considère la plus pertinente pour elle. Voilà. Sur ce, merci encore et bonne journée à vous.